On serait rendu au thème 3, mais il y a quelques minutes, il n'était pas prêt. Est-ce qu'il est prêt? Oui? Ah oui, OK. Donc, oui. Il y aurait un besoin d'eau, d'un verre d'eau pour monsieur le traducteur, si c'était possible. Ah, ça, c'est réglé. C'est en train de se régler, c'est bon. Fait on est en train juste de s'ajuster des petits délais informatiques, là, parce qu'on vient tout juste de compléter la synthèse de l'atelier 3. Je vous le rappelle, l'atelier 3 était sur les offices extra-côtiers et la place des communautés côtières dans la prise de décision. C'est évidemment un thème important de notre forum. Alors, on laisse quelques instants aux gens pour s'installer. C'est qui va faire le compte-rendu? C'est Marie-Ève Giroux. Alors, on va laisser la parole à Marie-Ève. Oui. C'est correct. Je vais baisser ça. Bon. Est-ce que c'est correct? Oui? OK. Donc, le thème de l'atelier 3, qui était les offices extra-côtiers et la place des communautés côtières dans la prise de décision. La première question était quelles sont les forces et faiblesses des offices? Alors, dans les différents ateliers, on a essayé de faire ressortir des forces. Malheureusement, tout ce qui a été ressorti comme force était qu'il y avait la présence d'un office, puis tout le monde convenait qu'on avait besoin d'une structure pour encadrer là, toute l'exploration puis l'exploitation des hydrocarbures. L'idée de l'assurance, des compensations, était aussi retenu, mais pas nécessairement des montants qui étaient accordés. Donc, c'est ce qu'il y avait comme force. Pour ce qui est des faiblesses, bon, en fait, il y avait, ça ressortait beaucoup le fait de revoir, en fait, en profondeur la structure puis l'organisation des offices. Le manque de transparence qu'on retrouvait, notamment au niveau de la divulgation de l'information par l'Office sur les déversements, les aspects environnementaux, puis le suivi de ça. La question aussi de la loi de l'accès à l'information par rapport à la loi canadienne, puis à ce que les gens pouvaient obtenir là, comme information. Il y avait tout là, un aspect important qu'on retrouvait là, central là-dedans, était les conflits d'intérêts qu'on retrouvait principalement entre les différents rôles des offices, de l'Office et surtout celui lié à la réglementation de la sécurité environnementale puis de la sécurité des travailleurs, versus la réglementation liée à l'exploitation, l'exploration puis l'émission de permis. Ensuite, il y avait le manque d'indépendance de l'Office, les régimes de compensation qui étaient insuffisants. Comme on voyait, là, c'était limité à 30 millions, alors que dans le Golfe du Mexique, ça avait coûté 30 milliards, comme on a vu dans les conférences. Ne refuse... oui, dans le fond, il y avait aussi là, des gens qui émettaient l'idée que finalement, le même office avait trop de rôles puis de responsabilités qui lui étaient dévolues, que ça prenait une séparation entre certains rôles. Il y avait aussi l'idée que, dans le fond, dans la façon que l'Office fonctionnait actuellement, il n'y avait pas de projet qui était rejeté, mais on tentait plutôt de mettre en place des conditions pour réaliser les projets, pour avoir l'accessibilité sociale des projets, mais que finalement, on supposait d'avance que l'acceptation du projet se ferait, puis qu'on ne remettait pas en cause finalement le fait qu'il y ait des communautés qui puissent ne pas vouloir du projet. Les impacts et les risques sont partagés entre les différentes communautés, mais les revenus sont concentrés dans les entreprises. Un déséquilibre dans la représentation des 3 piliers du développement durable, environnement, social, économie à l'intérieur des offices. Il y avait aussi des critiques par rapport à la composition de l'Office, puis au mécanisme de nomination des membres qui étaient à revoir. Par exemple, on parlait de l'absence de représentation des communautés au sein de l'Office. Puis le manque de ressources aussi qui était attribué pour la surveillance, puis la question aussi d'expertise là, scientifique au sein des offices. Dans la question 1, il y avait une sous-question qui était par rapport au modèle de multiplication des offices. Qu'est-ce qu'on en pensait? On l'a traité un peu à part. Donc, ce qu'on se rendait compte qui ressortait en général des différents ateliers, c'est que peu importe la forme, que ce soit un ou plusieurs offices, c'était pas sur ça que les gens insistaient surtout.
En fait, ce qui était important, c'était surtout la mise en place d'une structure commune, harmonisée, fédérée. Par exemple, en fait, qui pouvait prendre différentes formes. Par exemple, que ce soit une entente de gestion, un mécanisme, une convention, qui serait basée sur des paramètres globaux objectifs par rapport à l'environnement. Finalement, un beau gros chapeau qui demeure à définir, qui serait en fonction de l'intérêt public et qui s'inscrirait dans un cadre réglementaire et légal aussi. Puis, au niveau des paramètres harmonisés entre les différentes provinces qu'on retrouvait là, à inclure là-dedans, il y avait notamment la question de la réglementation sur les permis, de la sécurité de l'environnement, de standardiser les mécanismes de consultation, puis d'éclaircir les droits et les limites territoriales. Finalement, pour que, s'il y a plusieurs offices, bien, les conditions d'acceptation d'un projet ou les mécanismes de consultation soient les mêmes dans chaque province, puis que ça ne dépende pas finalement de la province où on se trouve, alors que c'est le même golfe, finalement. La question 2, quelle serait la place des communautés côtières dans la prise de décision? Ce qui est revenu dans tous les ateliers, c'était l'importance d'impliquer les communautés en amont, dès le départ, le plus vite possible dans les processus de consultation, dans les projets. D'avoir une représentation des communautés dans les instances décisionnelles, et puis d'accorder les moyens puis les ressources aux communautés pour pouvoir participer aussi aux différents mécanismes de consultation. Ensuite, il y avait aussi la question du temps qui revenait souvent. Donc, accorder un temps nécessaire pour l'information, la compréhension, la vulgarisation, le transfert de connaissances, les discussions, la concertation des populations dès le départ, parce que ce qu'on voyait, c'est que c'est toutes des choses finalement qui demandent du temps. Ensuite, il y avait, dans un atelier où ça avait été ressorti là, de mettre en place un jury, comme un comité de suivi composé de citoyens, des communautés qui se rencontrent régulièrement, puis financés par le promoteur. En tout cas, je rapporte l'idée. S'il y a quelqu'un qui veut préciser plus tard, ceux qui ont amené cette idée-là, vous pourrez le faire. Il y avait aussi toute l'importance de la place des élus locaux par rapport à la représentation des populations qui étaient soulevées. Ensuite, que les communautés puissent intervenir dans la définition des paramètres, des mécanismes de consultation et de décision, donc qu'ils soient impliqués dès le départ dans la consultation, mais même en amont de la consultation pour savoir finalement sur quels paramètres on les consultera. Tenir compte des connaissances et tenir compte des connaissances d'expérience et savoirs traditionnels à la fois des pêcheurs et des communautés autochtones, valoriser la protection des écosystèmes et des ressources halieutiques et éviter les perceptions négatives. Il y avait aussi toute la question là, de développer la confiance, la collaboration, la coopération entre les différents acteurs, d'où associé à l'importance d'échanges d'informations entre les élus, puis les populations et les différents secteurs d'activité. Assurer des mécanismes de concertation, de collaboration entre les différentes communautés côtières des provinces du Golfe afin d'avoir une voix plus forte pour que les préoccupations soient prises en compte. Donc, c'est toute l'idée que finalement, si on est tous ensemble, on va avoir plus de chances d'influencer que si chacun parle de son côté puis que c'est dilué finalement dans la masse. Ensuite, se baser sur des modèles qui fonctionnent et assurer une représentation des différents secteurs ainsi que des moyens facilitant la participation, puis donner un point important aux préoccupations des communautés directement concernées par les risques et impacts. Ça venait de l'idée que finalement, si on fait une consultation à large de tout le monde, bien, il y a un risque que les communautés côtières, qui des fois sont petites en nombre, se perdent finalement dans l'ensemble des consultations, donc associer une importance à ceux qui sont directement concernés par les risques et les impacts. C'est correct? OK. La question 3, qui était si vous aviez à repenser les offices, quelles seraient vos suggestions? Donc, dès le départ, ce qui a été dit par rapport à ça, c'est que le Golfe était une entité en soi, commune, donc qui devait être gérée en fonction de l'intérêt public et de manière intégrée. Une révision de l'office sur les plans politiques, organisationnels, puis de la représentation des communautés. Répondre à un cadre commun et global, un mécanisme de gestion intégrée du Golfe, surtout par rapport aux aspects environnementaux puis de sécurité, qui serait supra-provincial puis auquel les offices seraient soumis dans leurs décisions. Une séparation des différentes fonctions et responsabilités pour la sécurité, les permis, les revenus, l'indépendance, la transparence,
séparer celui qui fait la réglementation de celui qui l'applique à l'abri des conflits d'intérêts. Puis il y avait là, le modèle de la Norvège qui revenait aussi là où certains aspects pouvaient être à reprendre. Les membres devraient être nommés à l'Office en fonction de différentes préoccupations ou de différents secteurs, les communautés, pêche, environnement, tourisme, scientifique, gouvernement provincial, fédéral, plutôt qu'actuellement où c'est seulement des représentants des gouvernements. Éclaircir les imprécisions dans les limites territoriales, les droits, les réglementations, puis les responsabilités en cas d'accident, parce que c'est ça, il y a des zones grises là, où on ne savait pas si ça se passe au Québec, puis c'est que la réglementation de Terre-Neuve, qui paie ou quoi. La responsabilité sociale des entreprises, harmonisation et uniformisation des mécanismes de consultation, finalement, pour que l'ensemble du Golfe, on fasse des consultations de la même façon. Il y avait aussi la question de la responsabilité sociale des entreprises puis de l'internalisation des coûts. Donc, ça avait été discuté dans un des ateliers, en fait, je pense dans plus qu'un des ateliers, que les structures de l'Office puis les compensations soient financées finalement à même les revenus de l'industrie, qu'il y ait une certaine partie des revenus puis des profits qui servent, qui soient mis dans un fonds qui servent finalement à ça, à compenser les communautés locales puis à la protection. Et puis, en dernier, il y a comme des recommandations de suivi au forum qui ne sont pas dans les questions directement, mais qu'on a mis à la fin, qui était par exemple dans le cas présent de Old Harry, comme communauté, prendre notre place, elle ne nous sera pas donnée, c'est ce qui ressortait d'atelier. Exiger que les processus de consultation soient élargis à l'ensemble des communautés du Golfe, soit via une commission établie en vertu de la loi canadienne d'évaluation environnementale. Pour cela, demander un temps d'arrêt sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans l'ensemble du Golfe afin d'avoir le temps de faire une consultation élargie avant le début des projets. Établir des mécanismes et se donner les moyens pour favoriser la participation, consultation, représentation, information des différentes communautés côtières du Golfe et à cet effet, interpeller les élus locaux, la Conférence régionale des élus et autres organismes de développement régional. Et une implication plus importante de l'État et rétablir l'équilibre entre les fonctions gouvernementales liées à l'environnement et aux ressources naturelles à tous les paliers de gouvernement. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je suis prêt à prendre des commentaires. Est-ce que vous reconnaissez dans le compte-rendu qui vient d'être fait? Monsieur derrière, prenez le temps d'arriver. Les gens sont loin des micros, il n'y a pas beaucoup d'espace, alors on va donner le temps aux gens de se déplacer. Ladies first. On est poli au Québec, les femmes en premier. This was a point that I made, and I know it's going to be reiterated in the notes, but I want to make it here, that you can't assume that all the relevant data are going to be presented in the environmental assessments due to this issue around transparency and disclosure. And that, to me, really compromises the whole environmental assessment process. Pour faire un bref résumé, c'est en fait... oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de... Ça marche? Alors, ce n'est pas... J'essaie de reprendre mes idées, là. En fait, ce n'est pas toutes les informations qui seront transmises, qui seront peut-être les plus importantes ou celles qui vont être les plus relevant, les plus importantes, en fait, qui pourront... Pertinentes, merci beaucoup, qui seront les plus pertinentes, qui seront celles qui seront transmises. Alors, ce sera important de le noter également.